Le sport, c'est la politique du pognon et puis c'est tout. Est-ce que le sport est apolitique? Mais surtout, est-ce qu'il doit l'être? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En cette période de conflits internationaux, notamment cette guerre en Ukraine, il me paraissait intéressant de discuter de la politique dans le sport. De façon générale, le sport est politique. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. C'est avant tout une politique d'acceptation. Non au racisme, acceptation des uns et des autres. Il apparaît même dans certains sports des campagnes sur la pédophilie qui est un fléau dans certains centres de formation. Globalement, vis-à-vis de la situation en Ukraine, les fédérations internationales ont l'air de partager la même opinion. La finale de la Ligue des Champions a été délocalisée de Saint-Pétersbourg vers le Stade de France. L'équipe de Russie de football ne défendra pas ses couleurs lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde de football. De son côté, la Fédération internationale de l'automobile a rompu son contrat qu'elle avait avec le Grand Prix de Russie alors que celui-ci était un des plus rémunérateurs de la saison de F1. L'écurie Haas a décidé, dans les toutes premières heures, d'effacer le logo Uralkali qui était le premier sponsor de l'écurie. Nikita Mazepin, fils de l'oligarque russe propriétaire d'Uralkali, a également perdu son baquet. En cyclisme, l'UCI suspend toutes les équipes, sélections et courses russes et biélorusses. Les cyclistes russes sont autorisés à courir sous la bannière neutre. L'UCI a également mis en place un règlement favorisant le changement de nationalité sportive pour les coureurs binationaux, comme Pavel Sivakov, coureur franco-russe, qui a choisi de finalement défendre les couleurs de l'équipe de France. Enfin, toujours dans le cyclisme, certains constructeurs comme Look ont décidé d'arrêter de fournir les équipes russes. De façon générale, la majorité des fédérations ont suspendu les équipes russes tout en laissant les sportifs pratiquer leur sport. La volonté est de sanctionner les autorités, mais moins les sportifs eux-mêmes. Cette guerre en Europe a eu un grand impact sur l'opinion publique et les fédérations ont réagi très vite. Par contre, l'engagement politique des fédérations sportives semble avoir quelques limites. De mémoire, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu de telles réactions pendant les guerres dans le passé. On n'a rien dit à l'Arabie Saoudite dans son conflit avec le Yémen, par exemple. Son Grand Prix de F1 est toujours au calendrier. Son équipe de football, bon, même si c'est pas non plus de la folie, joue toujours au foot, etc. Quand les États-Unis attaquent l'Irak, quand la Chine menace Taïwan, opprime sa population, notamment la communauté ouïghour ou népalaise, il ne se passe rien. Quand l'UNICEF rapporte qu'une vingtaine de pays est complice des enfants soldats, notamment la Colombie, elle participe toujours à la Coupe du Monde de football 2018, le Mali à la CAN, etc., etc., etc. Pour entrer plus en détail, je vais parler du Qatar, organisateur du Mondial de handball 2015, des championnats du monde d'athlée en 2019 et du Mondial de foot 2022. Le Qatar n'est pas ce que je qualifierais un pays de sport. Les deux premiers exemples l'illustrent parfaitement. En 2015, les stades étaient globalement vides. Des spectateurs avaient même été payés pour assister au match. On a observé la même chose lors des championnats du monde d'athlétisme. Les stades étaient vides. Ils avaient peut-être finalement anticipé les premières mesures sanitaires Covid. On n'en sait rien. En tout cas, ça m'avait bien fait rire. Les quelques spectateurs qui étaient venus supporter Moutaz Barchim, seul Qatari d'origine aligné sur la compétition, à peine le concours terminé que le stade était déjà vidé. Même pas eu le temps de faire la remise des médailles que les spectateurs étaient déjà partis. Un stade vide, par contre, c'est une chose. Mais normalement, le principal, c'est les conditions de pratique de sa discipline. La majorité des disciplines étaient organisées dans un stade ouvert, climatisé. J'ai dû rater un truc, ou alors en fait, c'est le Qatar qui a compris comment lutter contre le réchauffement climatique en créant une clim géante qui refroidit l'air extérieur. Enfin, en tout cas, leur maxi-clim, ils ne l'ont pas généralisé à la ville entière. Les départs des marathons et de la marche athlétique ont dû se faire à 1h du matin pour limiter les chaleurs. Du coup, même pas un passant a dû voir cette course. Le marathon et la marche, on n'a pas été considérés. Là, j'ai l'impression que le hors-stade, on est pris pour des cons, quoi, clairement.
et ça n'a pas empêché de voir des dizaines d'abandons. 28 concurrentes sur 68 lors du marathon féminin ont abandonné. On a vu beaucoup d'abandons avec des grosses pertes hydriques, parce que y en a qui ont perdu plus de 7 litres d'eau durant la course, donc on met ses organes même vitaux en danger. Et une victoire de la Kenyane Ruth Chepngetich à seulement 15 minutes de son record personnel. Bon, au cas où ça se voyait pas, c'était un sarcasme. Mais il faut dire que 32 degrés et 78% d'humidité à 3h du matin pour l'arrivée, ça fait chaud quand même. Même si pas tout le monde le dit, on voit tous que c'est une catastrophe, qu'il n'y a personne dans les tribunes, que la chaleur n'est pas du tout adaptée, qu'hier il y a eu plus de 30 abandons sur le marathon. Non, c'est triste. Après, je pense que dans ces moments-là, il faut laisser place à la raison et plus se concentrer sur la passion. Sinon, j'aurais boycotté ces championnats si j'étais pas d'accord. Donc, clairement, je suis ici et je pense qu'à une chose, c'est à mon décathlon. Je pense pas à ce qu'il y a autour. La palme revient quand même à la Coupe du Monde de football 2022. Je vous refais un petit historique. Le Qatar va organiser la Coupe du Monde de football 2022. Ouais mais mec, il fait chaud là-bas quand même. On va faire comment pour jouer au foot ? T'inquiète mon gars, on va créer une clim pour les stades ouverts. Ça va être écolo. On va utiliser des panneaux solaires. Wow, vous êtes trop fort. Mais bon, c'est chaud quand même. En gardant ça en plein été, ça va se voir qu'on est des vendus. Bah mon petit pote, t'inquiète pas, je te propose qu'on fasse ça en hiver. De toute façon, le Boxing Day des Anglish, on s'en fout. Et les championnats nationaux, j'en parle même pas. Allez, pour faire passer la pilule, je te mets un petit 0 de plus sur le chèque. T'inquiète pas, ça va passer. Ouais bon, j'avoue, les derniers passages, c'est de l'interprétation personnelle. Je n'ai pas de preuves. Mais c'est plausible, vous trouvez pas ? On parle de 6500 travailleurs migrants à avoir perdu la vie sur les chantiers de la Coupe du Monde d'après The Guardian. Il avait même été question pendant un temps d'esclavage. Maintenant, je vais retourner un petit peu le problème. Simplement, si Haas a rompu son contrat avec Uralkali, c'est bien qu'ils avaient signé ce contrat. Si l'UEFA rompt son contrat avec Gazprom, pareil, c'est que ce contrat, il existait. Et puis c'est pas nouveau que ces dirigeants soient proches de Poutine. Et c'est pas nouveau non plus que Poutine a mis en place cette politique. On peut citer la Syrie, mais bon, c'est loin, ça compte pas vraiment. Mais la Crimée, la Géorgie, et puis je ne parle pas de ce qui se passe pour les opposants politiques en Russie. Enfin voilà, la politique dans le sport est toujours présente. L'opinion publique mondiale était contre les Russes et cette offensive militaire, il a donc fallu réagir et réagir vite. Par contre, quand ce sont des sujets qui intéressent moins l'opinion publique, alors là, c'est une autre question. Le point est important, c'est l'opinion publique qui est le moteur. Le sport mondial est principalement suivi dans le monde occidental et les grandes fédérations y sont basées notamment en Suisse, comme le CIO, l'UCI, l'UEFA, la FIFA, etc. Et finalement, l'opinion publique se soucie que très peu de ce qui peut se passer loin de chez nous. Il n'y aura donc pas de réaction particulière du monde occidental et donc du sport mondial dans les conflits qui seront en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. On va alors surtout parler de la morale dans ces cas-là. Et là, la question se pose. Le choix des grandes fédérations n'est pas toujours orienté vers la morale, mais sur l'image qu'elle peut renvoyer. Quand ils peuvent prendre un chèque, il est rare qu'il soit refusé, surtout quand son image ne sera pas touchée. Un exemple concret, très récent, le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022. Un missile est envoyé par les résistants yéménites et qui explose à seulement quelques kilomètres du circuit. Une réunion de crise se met en place, rassemblant les acteurs du Grand Prix, comme les pilotes, les patrons et les organisateurs. L'ensemble des pilotes ne souhaitent pas disputer le Grand Prix. Au final, le Grand Prix a eu lieu. Aucun des pilotes ne voulait rouler, pas un seul ne voulait rouler. Ils ont décidé qu'on ne roulerait pas pendant ce Grand Prix, que c'était pas tolérable ce qui se passait dans ce pays. Les pilotes, les team managers ont tout simplement insisté en disant simplement que s'ils ne roulaient pas, ils étaient virés. À côté de ça, certains sportifs ont essayé de se battre pour faire évoluer les choses. Je pense notamment à Colin Kaepernick, genou au sol, geste rappelant la lutte contre l'abolition de l'esclavage. Résultat, il est blacklisté des équipes de NFL. Tommy Smith et John Carlos n'ont jamais pu refaire une compétition d'athlétisme. Et Peter Norman, le troisième homme du podium, qui avait soumis l'idée de partager la seule paire de gants que Tommy Smith avait ramené, a finalement perdu sa qualification au JO de Munich 4 ans plus tard pour des raisons, on va dire, inconnues pour être gentil.
On observe encore aujourd'hui des cris racistes dans les stades de football professionnels, mais il ne se passe rien à part des joueurs noirs qui s'énervent. Mais quoi de plus normal? L'UEFA attend quoi pour réagir? Interdiction de stade, fermeture de tribunes, amende, et puis surtout de la pédagogie. L'organisation allemande de l'Euro de foot 2021 voulait illuminer l'Allianz Arena de Munich aux couleurs arc-en-ciel pour protester contre les lois jugées homophobes en Hongrie. Résultat, l'UEFA refuse. Avant de conclure, je veux ouvrir un petit peu. Quelques sportifs ont la volonté et la détermination pour faire évoluer les choses. Et je pense même qu'à long terme, ça peut fonctionner. Le temps que leur combat devienne important dans l'opinion publique. La volonté de Colin Kaepernick a finalement été reprise quelques années plus tard suite à la tragique intervention policière sur George Floyd. Lewis Hamilton fait changer les couleurs de la livrée Mercedes en F1. Lors de la cérémonie de présentation des Grands Prix, certains pilotes poseront le genou à terre, signe de protestation contre le racisme, mais aussi contre les violences policières sur les Afro-Américains. De son côté, Peter Norman a été réhabilité en Australie. Finalement, la politique dans le sport, c'est se battre pour les grandes causes, mais alors le faire dans les règles que les différentes fédérations auront fixées. Le sport est un moule, un cadre, un cocon dont il ne faut pas sortir au risque de représailles. Dans le cas contraire, soit ton combat est inutile, soit, pire encore, tu en seras sanctionné. On est loin de la démocratie, c'est peut-être pour ces raisons que le sport n'a aucune difficulté à s'allier avec les États dont le régime politique est plutôt douteux. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt.